Salut, moi c'est David, je joue de la guitare dans le groupe Thick Glasses. Salut, moi c'est Charles, je joue de la guitare et je chante. Salut, moi c'est Gabriel, je suis batteur et chômeur. Moi c'est Julien, bassiste et conducteur. Bonjour tout le monde, bienvenue au Labyrinthe, bonne année 2026. Nous sommes de retour ici au Minotaur en ce 22 février. Je m'appelle Christy Parpalita et aujourd'hui on accueille nos prochains invités. Thick Glasses ou comme certains l'ont dit par le passé, thé glacé. Bienvenue au Labyrinthe. Merci. Je dresse un profil de votre parcours. 2018, votre premier EP, En orbite. 2 ans plus tard, votre deuxième, Courir après sa queue en 2020. Et vous avez, entre-temps de passer du deuxième EP au premier album au complet, vous avez présenté, j'espère que je sors la bonne photo. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au film et à la création en tant que telle de la chanson? Moi j'ai vu ce film-là peut-être 50 fois, mais pour être plus précis, moi c'est MVP 2, mon préféré. Okay. Ouais. Parce que j'aime le hockey, mais j'aime encore mieux parce que j'aimais mieux le skate. Puis dans le 2, il fait du skate. Ouais. Puis c'est vraiment cool. Puis moi je voulais être le petit gars qui habite dans la piscine. Puis, cette tune-là, ça fait longtemps qu'on y a pas passé, pour être bien honnête. Si je me trompe pas, c'était MVP, genre, c'était comme un peu comme un champion, là. Tu sais, comme quand ton ami il fait le cave, là, puis tu dis champion, là. C'était un peu ça. Puis, on aimait bien les singes aussi. C'était une drôle l'époque, hein, 2021, là. Ouais. Puis moi, je me rappelle dans le contexte aussi, on venait de sortir Courir après sa queue, mais là, on avait du temps de studio aussi. Là, on s'en allait faire un cover pour une compilation de Zoo de Slamdisk. On avait profité du temps de studio pour, en plus, faire une autre tune en se disant, ben, gars, au moins, ça va nous faire quelque chose à sortir en attendant que le prochain album il sorte puis qu'il soit fini d'être écrit. Là. C'était pas tout terminé à ce moment-là, mais on avait du temps un peu, fait qu'on s'est dit, gars, on va sortir ce single-là. C'est vrai que depuis, on l'a pas vraiment joué très souvent en spectacle, mais c'est vrai que ça reste un single qu'on a effectivement sorti il y a une couple d'années. Parce que c'est quand même que vous le dites, je pense, sur votre sur Bandcamp, vous dites que c'est un peu un départ de vos racines plus punk, metal, hardcore vers quelque chose qui est genre rock début 2000. Genre, vous dites vous-même qu'il y a quelque chose qui rappelle genre The Strokes, ce genre de rock and roll. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un petit côté un petit peu plus rock and roll, un petit peu plus garage rock là, très années 2000, là, genre de Hives, The Strokes, toutes les bands en deux là. Mm-hmm. Puis oui, effectivement, c'était ça qu'on faisait, c'est ça qu'on avait fait sur cette tune là spécifiquement, mais après ça on a comme un peu dévié de cette trajectoire-là, je te dirais. Là, c'est pas comme si on était devenu un band de garage rock. Après, là, on est un peu all over the place musicalement, là, au final. Là. Une exploration néanmoins. Exploration que vous poursuivez avec votre premier album, L'échec héroïque. Je vais tenir la photo ici pour tout le monde. Pas que vous ne connaissez pas votre photo d'album. Je la garde ici quand même. Dans une entrevue avec Chicks Rock Media, vous avez dit que les bandes de rock metal tripaient à un moment donné sur les extraterrestres, d'où justement votre chanson Euphoria, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution esthétique vers un côté médiéval dans la tendance? Absolument. Ouais, à l'époque, je sais pas trop de c'est venu. Je pense qu'on a tous commencé à jouer à Dark Souls à cette époque-là. Qu'on tripait un peu sur tout ce qui est médiéval. Je pense aussi qu'on a tendance à toujours aller chercher comme un thème en particulier pour chaque album. Je pense que c'est un album qui est devenu peut-être un peu plus, qu'on a changé notre style un peu plus, autant dans notre approche. Peut-être les premiers albums étaient plus comme humoristiques, plus jeunes, rose, bonbon un peu. Puis avec les extraterrestres, ça marchait. Je pense qu'avec les Gégrec, on est arrivé un peu plus sérieux, je voudrais dire. Oui, médiéval, définitivement. C'est toujours, trip toujours ces extraterrestres aussi, d'ailleurs. Ouais, ben puis même, c'est ça c'était comme un... Tu sais, c'est souvent des trucs que tu vois un peu en hindsight, là. Tu sais, cet album-là, je trouve qu'il y a comme un vibe un peu médiéval, mais tu sais, on n'a pas commencé à jouer de la lutte ou whatever, tu sais, mais comme... puis l'album d'après, tu sais, peut-être plus un petit peu sci-fi, fait que moi, j'aime bien penser que le prochain, ça va être western. Pas tout le monde, j'en ai pas parlé. On est tous d'accord quand même, je pense. Je pense que oui. C'est peut-être ça le prochain. Le prochain style. Foulard pis tout, moi je serais down. Les filles adorent les cowboys, ça j'ai compris ça. C'est la saison. Il est célibataire, David. C'est vrai, faut le dire. J'ai un gun. Et un foulard. On vient de le voir avec MVP, mais à travers votre discographie, vous faites souvent des références à quelque chose de culturel. Oui. Que ce soit un peu plus niché, plus populaire, qu'importe. Je vais vous présenter quelques photos et je vais vous demander de nous expliquer peut-être les références que vous avez choisies. Okay. Donc, le premier. Oh yeah, Maman Gera. C'est mon père. C'est notre père à tous.
C'est notre père à tous. Père spirituel. Père spirituel. Ouais. Ben, Bam Margera, c'était vraiment... c'était une idée qu'on avait à un moment donné. Je me souviens plus d'où ça nous était venu exactement. Tu sais, comme on parlait un peu avec MVP, j'aime bien le skate, tu sais, puis comme c'est une figure qui est très importante dans le skate, tu sais, puis avec Jackass, puis pour une tune comme ça, qui était un peu une tune sur comme des habitudes de jeunesse qui vieillissent mal, je trouvais que comme porte-étendard de ça, Bam Margera était quand même pas pire. Right? C'était un peu ça, où est-ce qu'on en était. Ouais, clairement. Moi, il y avait aussi la référence au fait que Bam Margera, c'est un... outre, genre, c'est sa passion pour le skate, puis il est devenu une icône de culture pop, puis via, tu sais, Viva la Bam, puis il a fait beaucoup découvrir des bands plus metal, dont le band Him, qui est un band finlandais, que moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup écouté. Les gars, je pense pas qu'ils ont tant écouté ça dans leur jeunesse, mais moi, j'avais beaucoup écouté ça, puis je trouvais que quand j'avais composé la mélodie de cette tune-là, je trouvais qu'elle avait un peu une vibe à la Him. Puis justement, Bam Margera, c'est comme le plus gros fan du groupe Him. Il y a des tattoos là, du band un peu partout sur son corps. Il y avait des skates à l'effigie du band. Il a vraiment fait beaucoup de pubs pour eux pour que... Puis à l'époque aussi, il faisait de la promo pour d'autres bands européens. Là, puis ça les a permis d'un peu de breakthrough aux États-Unis. Notamment, le Children of Bottom, Dimmu Borgir, tout ce genre de bands-là, un peu plus comme fin 90, début 2000. Là. Bam Margera, ils les a beaucoup mis de l'avant. Puis je pense que ça, c'est des bands aussi qui nous ont quand même inspirés aussi. Là. Fait qu'il y avait un peu de tout ça mélangé là-dedans. Hommage à lui, quand même intéressant. Ouais, exact. Ensuite, je vous présente un bonhomme. Vous me dites si vous savez c'est qui. Oh shit, ça c'est... Sinon, je vous présente une alternative. Oh shit. Ils ont le même nom. Ah oui, ça c'est Edward Blake. Oui. Edward Blake. Ouais. Oh my god, ouais. Et voilà. Ouais, nous on fait plus référence au Edward Blake. Comédien. Au comic book. Charles puis moi, qu'on est des gros fans de comics, l'univers geek en général, Watchmen, gros fans aussi. Fait que c'est un peu l'inspiration pour Charles là, de cette tune-là. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand j'ai écrit les paroles, je sais pas, là, je voulais parler un peu de faire une espèce d'image de comédien triste. Puis la chose qui me venait le plus en tête, c'était Edward Blake, qui est comme son surnom dans Watchmen, c'est le comédien. Puis c'est un peu un gars très cynique, très sombre, là, puis qui est... Un trou de cul. Ouais, aussi très trou de cul, là, faut le dire, là, c'est vraiment pas c'est un peu un piece of shit, là, en vérité. Puis, mais en même temps, il y a comme un côté un peu... je sais pas, clown triste, là, puis il y a toutes sortes de références à ça dans la BD. Je trouvais que ça allait être une référence un peu plus nichée là, que Bam Margera, mettons, mais on se disait, ça peut être cool, ça fit avec l'espèce de la noirceur de la chanson, même aussi. Fait qu'on... Ouais, il y avait un lien avec ça quand même. Donc ça, c'est 2 chansons sur l'échec héroïque. Ouais. Je sais aussi qu'il y a un élève du secondaire, Nicolas, qui vous a contacté maintenant pour avoir une partition pour l'une de vos tunes de sur l'échec héroïque. Il a dit non. Non, c'est pas... Parce qu'il voulait la présenter à son spectacle de fin d'année de secondaire. Ouais. Est-ce que vous avez eu des nouvelles de sa performance? Non. J'ai envoyé, j'ai fait les tables pour l'échec héroïque, mais non, j'ai pas entendu. Comment c'est ça? Mais non, j'ai pas eu de nouvelles. J'espère que j'espère que ça a bien été. Peut-être choisi une meilleure tune. Il a peut-être pris All the moi, il a pas gagné. Finalement. Non. C'est ça. Non, mais il était cool pour elle. Puis on y avait même dit en y envoyant, je pense, les partitions, que genre, on était comme, si t'as une vidéo après ton show, envoie-nous-la, on serait curieux de l'entendre. Mais effectivement, depuis, on n'a pas eu de nouvelles, fait que peut-être qu'il l'a pas fait en show. Le logiciel pour faire des tablatures sur Guitar Pro, c'est pas facile. Parce que pour moi, la version NSL sur Ultimate Guitar, puis tout, c'est... Le jeune qui se débrouille, là, qui apprennent comme nous autres. Moi, je l'ai fait. Moi, j'apprends les tunes par table. I can relate as a fellow... As a fellow guitar player. Moi, j'ai tout repiqué à l'oreille. Regarde, toi, t'es dessus. T'as pas fait ça dans un professionnel. Moi, ce que je fais juste écrire les tunes. C'est pas ma faute, là. David, au-delà du fait que tu es guitariste, t'es aussi, tu dessines beaucoup. Tu as été le concepteur, mettons, du design graphique de tout ce qui était single, EP, de Courir après sa queue. Oui, ça, c'est vrai. La guitare n'est pas le seul instrument que tu joues. Semblerait-il que tu joues aussi du saxophone. Mon Dieu, je sais pas si je joue encore du saxophone, mais j'étais capable à une époque. J'en ai fait au secondaire. Je regrette un peu de jamais avoir réessayé. Genre, il faudrait que je réessaye. T'as-tu un saxophone? Ça, c'est super. Tu me sentir ça, genre? Genre, sans un derrière la chaise. Non, j'ai pas de saxophone, non. Je me rappelle mettre l'anche dans ma bouche puis l'humecter, ça m'écœurait au plus haut point. Mais à part ça, c'était quand même cool, le saxophone.
Ouais. Est-ce que vous vous imaginez, dans une éventualité exploration musicale, comme tu l'as dit tantôt, vous êtes un peu partout, là, vous n'êtes jamais vraiment dans un seul genre, même au sein d'un seul album. Est-ce que vous vous imaginez explorer potentiellement des instruments non traditionnels au punk, avec le concept western, ça pourrait être cool de la trompette. Là, ouais, ça serait cool, ouais. Du pedal steel. Ouais. Alors, on est en train de... Ça se passe, hein? Ça se passe pour vrai. On est en train de le manifester. J'ai des belles bottes. Au labyrinthe, conceptualisation, prochain album. Je pense qu'il va toujours nous limiter. Ça va être toujours une question de quasiment de budget. Rendu là, je pense que si on pouvait avoir un orchestre, on l'aurait. Puis moi, j'avais des idées de folie pour un lancement, d'avoir des artistes invités et tout. Je pense que c'est effectivement quelque chose qu'on aimerait faire. Puis tu sais aussi, moi, je suis bien attaché à l'idée de comme un band de rock, tu sais. Puis moi, quand j'écoute de la musique, je trouve ça important de... Tu sais, mettons, j'écoute un album, tu sais, je trouve ça important de penser, d'être capable d'imaginer un band jouer ça, tu sais. Puis comme... Tu sais, je sais que c'est pour référencer... Je pense que c'est un peu la philosophie de Kurt Ballou, qui est un producteur de Converge, qui est comme un band de metal culte super intense, tu sais, que ça va partout, mais comme t'entends chacun de ses recordings, puis tu peux imaginer un nombre X de personnes jouer cette musique-là dans la salle. Puis ça, je suis bien attaché à ça, mais cela dit, ouais, dans d'autres instruments, puis tout, tu sais, on aime la musique au final, tu sais, puis comme, on est limité par les instruments qu'on sait jouer, mais tu sais, on a des amis, puis comme on aime ça, comme, tu sais. Les invités quand ça donne, tu sais, sur des projets, puis Puis aussi, il paraît qu'à la bibliothèque, tu peux peut-être avoir un saxophone à Montréal. BNQ? BNQ, c'est ça, à BNQ. Puis j'y ai déjà passé. Il faudrait que je le fasse, là, mais comme mes voisins vont me détester. Mais... un jour. On a un local de pratique. Hein, c'est vrai, t'as raison. Mais oui, un jour, tu sais, écoute, puis si c'est pas nous-mêmes qui jouons les instruments en studio, ben dans le pire des cas, on va probablement peut-être... Si on a vraiment une idée puis qu'on y tient à cette idée-là, on va sûrement demander à quelqu'un dans notre entourage qui sait en jouer. Là, c'est sûr qu'il y a un meilleur saxophoniste que nous exact. au Québec. Là. Non, c'est ça. Mais Hey, tu m'as pas vu là, à 14 ans. Là. C'est ça genre au secondaire ou dans l'harmonie du OK, mais comme moi j'ai fait du trombone une semaine, mais genre je me vante pas là, comparé à toi. Moi j'en ai fait pendant 2 ans, puis j'étais fucking excellent. OK, cool. On m'a rappelé. David will remember. Exactement. Avant que tu sois guitariste à temps plein pour The Glasses, tu étais bassiste à temps plein pour The Glasses, rôle qui a été repris par Étienne et qui est maintenant repris par Julien depuis, quand même, récemment. Oui, ça fait 1 an. Comment ça se passe, l'intégration au rôle de bassiste de The Glasses? Je pense que j'étais un ami, surtout de David et accessoirement Charles, avant de me rejoindre. Toi, je te connaissais pas vraiment. Mais t'es pas sorti. Tu sors jamais. Puis je vais pas souvent à Longueuil. Mais ça a été un peu, je pense, un no-brainer. Là. Ça s'est passé assez naturellement. Puis je joue de la bass dans mon autre groupe Chien Dog aussi. Puis on avait déjà joué ensemble, qu'on se connaissait un peu. Il savait que j'étais capable de jouer de la bass. Puis on a fait une petite audition, j'ai repiqué les tunes, puis ça a bien été, puis on a eu du fun. Fait que ça reste pas rushant pour 2 scènes. Non, ça s'est fait super naturellement. Pourtant, ça fait juste 1 an, mais tu sais, maudit que je me passerai pas de Julien dans le groupe en 2026, là, pour vrai, parce qu'avec tout ce qui se passe pour nous, comme... Chauffeur sprinter, c'est pas facile. C'est ça, exact. Ça. Moi, j'ai pas les compétences. Moi, j'ai pas les qualifications pour ça. Au-delà de la basse, t'es aussi un grand aventurier du plein air. Ouais. Oh shit. Un peu moins dernièrement. Un petit peu plus occupé. Ouais. Mais tu es aussi mécano, un gars de char, tu es un fan de Subaru, Loyal, Forester, Impreza, maintenant tu as Outback. C'est un love-hate relationship. Les propriétaires de Subaru de plus de 250 km le savent. Là. Tu perds ton tuyau d'échappement pendant tes aventures. C'est ça qui arrive quand tu sors des pistes, des sentiers battus. Mais ton tinkering se manifeste aussi en musique parce que tu fais tes propres pédales de guitare. Oui, j'en ai construit quelques-uns. Encore sur mon board pour le show de ce soir, il y a une pédale que je ne l'ai pas construite complètement, je l'ai modifiée depuis. Fait que oui, je m'adonne à de l'électronique de manière occasionnelle. Qu'est-ce qui te guide dans cette conceptualisation-là? Ben, tu sais, c'est sûr que ça vient tout le temps d'un besoin. Comme là, je me suis acheté une pédale, puis tu peux avoir comme des pédales externes pour contrôler certains paramètres under the hood. Puis je me suis dit que ça pouvait être le fun d'essayer d'explorer ça, d'essayer d'en avoir pour mon argent, parce que ça coûte cher, du gear. Puis là, j'avais une pédale qui traînait chez moi, qui servait pas. Puis je me suis dit, je pouvais la modifier pour... Fait que ça vient souvent d'un besoin. Tu sais, ça finit par coûter moins cher que d'acheter des produits sur le marché. Fait que ça vient surtout de là aussi. Puis on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bien dit. Absolument bien dit.
T'es pas le seul fan des moteurs à combustion interne parce que Gabriel, c'est un moteur. C'est un moteur. Oui, c'est un moteur. C'est un moteur. Tu avais, à un moment donné, puis tu l'as peut-être encore, tu avais un casque Builtwell Gringo Oui, je l'ai couleur encore. crème, Ouais. avec plein de collants sticker, dessus. ouais. Tu es un fan de ce qui est jeux vidéo, DVD, Ouais. films, 90-2000, tu le dis, Ouais. un peu geek, tu sais, comme Ouais. par nature. Pourquoi est-ce que ces stickers-là en particulier sont sur ton casque? Si jamais tu as besoin d'un rappel sur c'est quoi T'as-tu une photo de mon casque? Il y a une photo de ton casque, tiens donc. Shit. Caméra. Ce casque-là, je l'ai retiré malheureusement parce que je me suis rendu compte qu'il était trop petit pour ma tête. Mais il m'a servi quand même un bon été. Là, je l'ai affiché chez moi. Écoute, c'est un mix de plein de mes aventures geeks très obscures comme AM2, c'est Sega, c'est eux qui faisaient les arcades comme Outrun 2. C'est un engine d'arcade des années 90. C'est pas qui Daytona USA, c'est un arcade classique. Malo aussi, c'est des pièces de moteur de Hit and Run, c'est le jeu de Simpsons sur GameCube classique. Pandemic, c'est un studio qui ont fait plein de jeux vidéo dans lesquels j'ai joué. Hornet en arrière, c'est le char dans Daytona USA. C'est comme le char de base dans Daytona USA. J'ai plein d'affaires. J'ai un fun d'essayer d'aller dans le plus obscur possible pour, I guess, essayer de me rendre intéressant. Puis le sticker Live Slow Die Old que j'aime beaucoup, qui est quand même un motto que je vis. C'est pour ça que tu as une Goldwing. C'est ça que j'ai. Non, j'ai pas une Goldwing, j'ai une Honda Shadow en ce moment. Shadow, qui est exactement. une moto de grand-papa. Fait que je suis pas tant la fibre de la vitesse pour la moto, c'est plus prendre mon temps puis explorer. Cruiser, Le vent dans les cheveux. Le vent dans les cheveux, en dessous de mon casque. Là, mais oui, c'est une grosse passion que j'ai découvert dans les dernières années, là, la moto. Ouais. Tu sais, comme la culture populaire se manifeste non seulement dans votre musique, mais tu l'as sur ton casque. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est autant important pour vous de faire ces références-là dans votre musique et au-delà? Mais je pense que c'est une forme, tu sais, en bling, c'est une forme d'identité, c'est une forme je pense que à la surface, de pouvoir identifier facilement avec quelqu'un d'autre, de dire toi t'aimes cette chose-là. Surtout qu'on est à une époque où il n'y a plus de culture, il n'y a plus une grande culture que tu peux dire t'as-tu vu ce qui est passé à la TV hier, parce que tu sais, il n'y a plus ça. Je pense d'avoir ces références-là populaires, c'est un peu une façon d'aller accrocher quelqu'un et de dire mais toi cet intérêt-là, moi aussi. Je pense que Charles aussi a en tout cas moi je vais te vanter un peu, là, mais je trouve qu'il y a une façon il est très inspiré par le rap. Puis je pense qu'il y a cette façon-là d'écrire des textes qui vont justement aller piger dans la culture populaire, que moi je trouve super cool parce que je vois pas beaucoup de gens écrire de cette façon-là. Surtout justement Bam Margera qui a plein de références à Star Wars, il y a des références à les Animaniacs, il y a plein de références dans un que je trouve super cool. Fait que je pense que c'est un peu ça. Ça rend humain aussi, je pense. Ouais. Tu sais que il y a beaucoup d'artistes qui sont un peu détachés de la réalité, si on veut. Fait que tu écoutes leur musique, puis on dirait que tu les perçois pas comme nécessairement des gens qui vivent les mêmes réalités que toi. Ouais. Je pense que d'aller dans la culture populaire un peu comme ça nous ramène sur terre. Puis c'est des images fortes qui marquent l'imaginaire des gens aussi, là. Après ça, je fais quand même certaines références, un peu comme les gars disent, que des fois, c'était peut-être un petit peu niché, fait que là, le monde, il la catch pas nécessairement du premier coup, mais des fois, quand tu fais une bonne référence qui est vraiment, qui peut, des fois, traduire même une émotion, puis des affaires deep, là, beaucoup plus deep que qu'est-ce qu'on pourrait s'imaginer. En surface, ça a l'air, ça peut l'air avoir un peu geeky, un peu niais, mais si tu regardes en profondeur, qu'est-ce que ça essaye de dire comme au, mettons, 2e, 3e degré, ben des fois, il y a des affaires peut-être plus deep là, qui peuvent gérer dans ça. Puis justement, comme Gabi disait, effectivement, moi, j'écoute beaucoup de rap, mais aussi beaucoup de... je lis beaucoup les textes là, des artistes que j'aime beaucoup. Puis on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers à avoir fait ça. Là, je veux dire, moi puis Gab, mettons, on est des gros fans de Rush. Puis Rush, c'en est un band là, qui fait... Anthrax aussi, qui font beaucoup de références à la culture populaire de plein de façons. Références de films d'horreur, références historiques, références politiques, références plus geek, jeux vidéo, etc. C'est même chose pour, je sais pas, mettons, tu peux même remonter à Iron Maiden, des trucs dans ce genre-là. Ou faire des références à des films ou à des séries télé, peu importe. Il y a plein de possibilités. Puis je trouve que c'est un univers qui est le fun à essayer d'explorer pour justement essayer d'avoir des paroles qui ressemblent pas trop à celles d'un autre, en fait. Puis aussi, Rush puis Anthrax, peut-être, il y a aussi legit dans le emo, ça se voit beaucoup aussi. Oui, comme des paroles genre je me rappelle de cette soirée-là dans le parking du couche-tard. Pas pour aller trop comme ça, mais aujourd'hui, j'ai revu ressortir une tune
J'oublie le nom du band, je pense que c'est peut-être Brave Little Abacus, mais je suis pas sûr c'est ça. Puis, I'm still rooting for the 1980 Olympic American Hockey Team, genre, avec les États-Unis qui ont gagné tantôt. C'est comme... Je sais pas, c'est des référents culturels qui sont intéressants. Puis il y a beaucoup façon de figer les trucs dans le temps qui peuvent être intéressants. Ouais, c'est vrai, dans l'emo aussi. Puis dans tout ce qui est math rock, tout ça, il y a beaucoup de références de culture pop. Puis même cette musique-là, elle-même fait partie de la culture pop, puis on y fait référence aussi à des bouts, tout ça. Fait que tout ça nous alimente beaucoup, là, je pense. Là. On a fait une parfaite transition, un parfait segue vers le rap, dans le sens où Charles t'aurait écrit lors de ton séjour à l'université beaucoup à propos de Outkast. Mon Dieu, oh shit, ça c'est, oh shit, je sais pas où t'es allé prendre ça, mais effectivement, j'ai déjà fait ça dans. Moi, j'ai étudié en communication à l'UQAM, dans le fond. J'ai eu toutes sortes de cours, effectivement, où tu devais analyser des productions ou des œuvres culturelles, puis vraiment c'est vraiment comment dire, c'est quoi le terme? Les analyser puis les recontextualiser dans leur époque, effectivement. Puis vraiment faire un travail vraiment historique, puis le regarder sous différents angles sociopolitiques et tout ça. Puis justement, j'ai fait toutes sortes de travaux de sessions écrits là, où est-ce qu'il fallait. Puis justement, Outkast, j'ai fait fallait que je fasse même une présentation de comme 20 minutes devant toute la classe, là, tu sais, genre avec un PowerPoint puis tout. Ouais, fait qu'effectivement, Outkast, je les ai beaucoup disséqués. C'est un de mes, dans le rap, c'est un de mes groupes préférés. Puis oui, effectivement, ça a été un gros travail. Mais je suis très heureux de l'avoir fait. Puis j'en ai fait d'autres. J'avais différents cours où est-ce que j'ai été amené à faire des travails de session sur genre Death Heaven, puis sur les Descendants, puis toutes des affaires que moi j'aimais. Puis justement, les gens dans ma classe, ben, en fonction de leur propre passion, ils pouvaient analyser d'autres choses. Là, tu peux faire un travail de session sur Friends, tu peux faire un travail de session sur les Simpsons si tu voulais, tu peux faire un travail de session sur Dark Souls si ça te tentait. Il y a plein de façons de. N'importe quel sujet peut être matière à analyse. Puis à. Tu étais chroniqueur sur le pôle hip-hop. Aussi, au effectivement. CH, pendant un été. Ouais. Puis ça a été quand même court parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une partie de moi qui était. J'étais pas nécessairement le plus à l'aise dans un contexte radiophonique. Puis autant j'ai adoré mon expérience, là, Christophe Jubeli, qui est un de mes amis, puis qui m'avait invité à faire justement pour les pop à la radio universitaire de l'UQAM. Il m'avait invité à faire ça, mais je trouvais qu'au bout d'une saison, j'avais comme un peu fait le tour de qu'est-ce que j'avais à apporter concrètement à l'émission. Et puis après ça, je commençais à être de plus en plus occupé avec Take Glasses aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai pas toffé très longtemps, mais j'ai vraiment une belle expérience, puis ça m'a fait découvrir encore plus de trucs que je connaissais pas dans le rap non plus. Fait que j'ai vraiment une belle expérience aussi. Si je te montre une capture d'écran d'un vidéoclip, oh shit, est-ce que tu penses que tu vas être capable de me dire c'est lequel? Peut-être. Si je te montre ça ici. Oh mon Dieu. Ça, c'est Yes McCann. Fais pas ton niaiseux. Bien joué. C'est non, c'est pas Tony Hawk, c'est Yes McCann en solo. C'est pas Dead Obies, c'est vraiment Yes McCann en solo. Non, pour vrai, cet EP-là de Yes McCann, en plus, je le trouve super, super bon. Encore à ce jour. Je peux pas dire que tout ce qu'il a fait par après, j'en l'endosse, là, mais ce EP-là, à l'époque, j'étais comme, oh, c'est vraiment bon. Puis je trouvais ça nice comme chanson. Puis l'esthétique un peu VHS, old school, tout ça, vous avez repris ça dans le vidéoclip pour Mon Accalmie, notamment. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire à ce look-là en particulier? Bonne question. Pour être 100% honnête, c'était beaucoup la vision de Rose Cormier qui a réalisé, monté le clip. Je pense aussi qu'il y a un aspect un peu nostalgique là-dedans qui veut pas que... Nous, on a connu un peu la fin de ça. Là, les enfants des années 90. Les enfants des années 90. Je pense aussi que, pour moi, personnellement, il y a un peu la magie de c'est comme une limite avec le VHS, la caméra jetable, tout ça, que tu avais juste 20 photos. Puis là, maintenant avec les téléphones, tu peux prendre 1 milliard de photos. 1 milliard de photos, tu peux toujours commencer. Un peu comme je pense qu'il y a un aspect un peu familier, un peu réconfortant de cette époque-là qui est en bout de ligne de la nostalgie, mais je pense que c'est un peu ça aussi qui nous attire. Puis justement, Rose qui a réalisé le clip, elle avait une caméra, je sais plus si c'est VHS ou mini DV, là, puis elle a enregistré deux des spectacles pour éventuellement faire le clip. Là, puis je pense que c'est comme je sais beaucoup ça aussi qu'elle fait dans la photo, beaucoup un solo clip. C'est ça, c'était une bonne amie, Rose, puis c'est ça, puis elle faisait ça, tu sais, enregistré en VHS, puis tout, puis ça avait... Ben oui, c'est encore une bonne amie, mais tu sais, ça avait beaucoup de sens, tu sais, de faire ça avec elle, tu sais, puis aussi, tant qu'à avoir quelqu'un avec nous
pendant 2-3 shows, whatever, prendre quelqu'un qu'on connaît, c'est tout le temps plus le fun. agréable. Je suis super content du résultat, tu sais. Puis c'est ça. Autant pour, tu sais, on décide de jouer dans des amplis à lampe puis dans des affaires comme ça, tu sais, avec des sets analogues puis tout. Tu sais, des fois, il y a des erreurs puis des artefacts, tu sais, que tu peux pas simuler, tu sais. Fait que moi, ça fait partie de l'esthétique que j'aime. J'ai rien contre les trucs parfaits, mais tu sais, moi, perso, je suis pas... Je dirais pas que la minutie ou comme à faire des trucs parfaits, c'est ce que je fais de bien, tu sais. Je suis plus comme faire plein d'affaires puis espérer qu'il y ait de quoi de cool, tu sais. Fait comme... C'est un peu une représentation de ça, tu sais. Pas que on y a passé jusque-là, mais au final, c'est un peu ça qu'on fait, tu sais. C'est comme, tu sais, on est down avec les erreurs, tu sais. Moi, j'invite les erreurs, tu sais, même. Ah, puis c'est en spectacle aussi, là, je veux dire, on fait pas des prestations qui sont parfaites. Là. Il y a matière à erreur. Non, mais je fais des blagues, mais c'est un peu comme ce que genre NoFX disait en show. NoFX sont comme réputés pour avoir fait des prestations très inégales dans leur carrière. Puis pourtant, c'est vraiment un bon band, objectivement. Là, mais ils font des erreurs en show, puis ils sont comme... Ma Fatman qui était comme, il y a tout le temps un de nous qui fait au moins 2-3 erreurs par show, puis c'est comme, quand il se trompe, c'est pas grave, il en rit. Tu vas pas voir un show pour écouter un album. Là. C'est tu ça. vas voir un show pour voir un show. Ça sera jamais parfait, mais ça va tout le temps être vrai. Ouais, c'est ça. Ça va être le C'est un fun. peu ça l'idée. On a parlé du passé, mais il faut bien parler de Dans l'Abysse, Oui. qui célèbre son premier anniversaire. anniversaire. Oui, Aussi, il y a qui est quelques sorti il y a jours. pas si longtemps que ça. Le voici, vous connaissez la couverture. Je la garde ici en arrière. Vous avez quand même, encore une fois, exploré, évolué. Vous n'êtes pas dans le « on fait la même chose » tout le temps. Un an plus tard, c'est quoi les leçons que vous en retirez de cet album-là puis de la tournée que vous avez faite avec? Plus jamais. Je pense qu'on a surtout réalisé qu'on a définitivement fait un pas dans le bon chemin. Je pense que ça nous a aussi motivé à continuer beaucoup. Je me rappelle que je pense que la semaine qu'on a fini l'enregistrement, on parlait déjà du prochain album, de ce qu'on va faire, puis on en parle encore beaucoup. Je pense que ça nous a comme vraiment comme excité à refaire d'autres musiques. Fait que je pense que c'est beaucoup ça qu'on a appris de ça, c'est que comme je pense qu'on est rendu à un point qu'on est à l'aise musicalement les quatre ensemble. Tu sais, même si Julien ça fait pas longtemps qu'il est dans le band, tout de suite on sent qu'il y a comme un peu cette je pense qu'on a vraiment comme réussi comme un peu plus à déterminer notre identité musicale avec cet album-là, de dire comme en tout cas après un an, moi c'est le premier truc qu'on a ressorti que je me dis il y a rien de parfait, mais tu sais je me dis OK, il est bon cet album-là. J'aurais pas nécessairement refait ça. Tu peux toujours aller dans les détails, mais tu sais de façon générale, je trouve que c'est le premier que moi personnellement que je suis vraiment comme OK, lui c'est vraiment un album qui nous représente super bien. Ouais, je pense qu'on s'est plus trouvé avec cet album-là. Puis je pense qu'on a gagné aussi en maturité et en expérience là, quand même là, après comme c'est quand même après quasiment 10 ans, c'est comme notre 4e projet objectivement, tu sais, fait que tu sais rendu là, tu sais tout ce que tu fais est un peu en réaction au projet précédent en fait là. Puis effectivement, à Échec Correct, c'est un album que les chansons, on les aime encore beaucoup, mais il y a des choses au niveau de l'album qu'on aurait peut-être fait différemment, je pense, en rétrospective. Puis c'est pas, ça veut pas dire qu'on renie l'album, au contraire, je veux dire, toutes les tunes, on les joue encore en spectacle à ce jour. Puis je me rappelle qu'on déjà après, mettons, 1 an ou 2 d'Échec Correct, on était comme, OK, il y a des affaires que si c'était à refaire en studio, on ferait ça différemment, tout ça. Je pense que ce qu'il y avait à être modifié puis à être upgradé pour Dans l'Abysse, là, je pense qu'on a plus trouvé un terrain qui est comme plus optimal pour à peu près tout le monde, tu sais, puis je pense qu'effectivement, moi aussi, c'est clairement l'album que si j'ai à le réécouter, ben, j'ai clairement plus de fun à réécouter cet album-là. Même après 1 an, puis j'ai quand même l'impression que dans encore 1 an, je vais encore préférer les tunes de Dans l'Abysse over the rest, je pense. J'emmerde le temps qui passe, mais je perds le compte de tout ce qui me reste à perdre. Ça vient au même, je pense juste que je perds mon temps et c'est... Le critique Louis-Philippe Labrèche a dit que votre chanson Good Luck Dave fait référence à Dave Grohl des Foo Fighters par ce qu'il ressentait qui était genre une évolution, comme un hommage sonore peut-être à ça. Moi je me demande aussi si c'est une référence, un appel à Good Luck Babe de Chappell Roan également. Je me demande qu'est-ce que vous avez comme à dire par rapport à ça. Je m'appelle David aussi. Ouais. C'est tout ce que je veux dire par rapport à ça. Ben, comme j'adore les Foo Fighters, mais non, c'est pas une tune sur Dave Grohl pantoute. Non, ça n'a pas rapport avec...
Mais absolument, pour Good Luck Babe, Ok. t'as raison. Je voulais avoir du clout, en fait. Je voulais rentrer dans l'algorithme. Là. Je me disais, Yanton, il est bien connu. Mais c'est des jokes. Mais tu sais, si je me trompe pas, j'avais vu en entrevue que c'était comme, tu sais, elle était comme amoureuse de son ami. Puis là, son ami, elle sortait avec comme des losers. Puis là, il était comme, OK, si tu veux faire ça, good luck. Tu sais, comme un peu genre, je le laisse, comme, tu sais, good luck, babe. Puis c'était comme un peu en référence à ça, tu sais, c'était comme. Mais plus par rapport à moi-même, mettons. Mais comme aucun lien avec Dave Grohl. Mais comme, tu sais, j'ai grandi avec les Foo Fighters, puis ça sera toujours dans notre identité en tant que band. Fait comme. C'est pas complètement champ gauche non plus, mais non, David, c'est moi. C'est ça. Je pense que c'est plus une tune personnelle qu'une tune. Le seul lien que je vois avec Nirvana, c'est le fait que, ben, tu sais, comme avec Dave Grohl, c'est plus le fait que cette tune-là, ça en a peut-être une petite affaire un peu comme du Nirvana au niveau de la composition, peut-être, au niveau de la mélodie. Je pourrais voir pourquoi quelqu'un dirait ça sonne un peu comme Nirvana / Foo Fighters. Ça, I get it, mais ça, mettons, au niveau du texte, aucun rapport avec Dave Grohl du tout. OK. Le défendant est davantage par rapport à David. Ouais, c'est ça. J'adore parler de moi-même. Ouais, lui, c'est Dave. Mon sujet préféré, c'est David. mais puis sinon, pour Chaperone, t'as mis le doigt dessus. C'était absolument ça l'idée. Ouais, exact. La nuit, quand tu danses, tu mets le voile sur la violence. T'oublies toute notion. Dernière tune de l'album. Ouais. Anamnésie. Ouais. 13 minutes. Une chanson qui rappelle le prog rock, style Pink Floyd. Ouais. C'est une épopée. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à terminer l'album avec cette chanson-là? Et moi. aussi, c'est quoi l'histoire que vous essayez de raconter? Si vous voulez révéler peut-être un peu genre votre construction. On va en parler. Plein de mots qui riment un après l'autre. Ouais. À la base de cette chanson-là, dans le fond, c'est qu'on avait. C'était un peu juste un fun de se pousser, essayer de faire le plus long possible. C'était un peu venu on avait. Au début, la chanson était beaucoup plus courte. Éventuellement, c'est que ça prendrait quelque chose au milieu pour la développer. Plus ça a développé, puis ça s'est rallongé. Ça s'est fait très naturellement. Je vais te laisser Charles répondre d'un point de vue plus parole, mais tu sais, la musique, c'est vrai qu'en la réécoutant, tu sens qu'il y a peut-être une histoire qui se compte. Ça s'est pas fait, c'est fait plus organique que vraiment que réfléchi. Tu sais, définitivement une discussion de OK, là, on va aller un bout plus smooth, plus rock, tout ça. Mais oui, en bowling, c'est comme ça, tout a bien marché, que ça fait que ça moi, quand je la réécoute, je trouve que justement, il y a quand même une histoire qui est contée. C'est vrai que, comme Gab dit, on l'a pas tant. On n'a pas été très mathématique avec ce tune-là. On a vraiment été. On l'a jammé à la bonne. Comme on l'a jammé, puis on est vraiment allé au feeling pour la musique. Puis on a vraiment buildé autour de ça, puis de dire, OK, ben à partir de combien de temps cette section-là est trop longue, trop courte? On a appris à le filer au fur et à mesure qu'on buildait la tune dans le local. On est comme un peu... ça, on est encore très old school là-dessus. Là. On jamme ensemble les tunes pendant longtemps avant d'aller en studio les taper. Là. C'est pas vraiment toujours des démos genre avec une grid là, sur l'ordinateur là, qu'on fait. C'est vraiment... On est plus old school là-dessus, je pense. Puis au niveau du texte, ben, je pense que c'est plus une tentative de parler un peu de l'inconscient, puis de... Tu sais, le mot anamnèse puis amnésie, c'est comme deux affaires opposées, en fait. Là. Amnésie, c'est le fait de ne pas se rappeler de quelque chose, puis l'anamnèse, c'est le fait d'avoir des souvenirs, des vieux souvenirs qui te rejaillissent comme en pleine face, un peu. Là. Puis l'idée, c'était un peu de faire de jouer un peu sur le flou, peut-être, entre les deux concepts qui sont comme, en fait, opposés, là, carrément. Là. Je pense que c'est peut-être plus ça la tentative qu'on a essayé de faire. On a quand même essayé de garder ça un peu cryptique aussi, puis pas vouloir trop... Mais je pense qu'il est le fun avec l'art en général aussi, c'est que tu as le droit d'être critique, tu as le droit de laisser les gens laisser avoir leur propre interprétation. Moi, je suis un gros fan de David Lynch, puis son refus total d'expliquer quoi que ce soit sur son œuvre. Puis moi, je suis un peu de même. Je me souviens, les gars, ils faisaient des commentaires sur les premiers albums. Il y avait des commentaires sur YouTube de chaque chanson. Moi, je voulais pas qu'on fasse ça. Puis je trouve ça le fun, justement, que quelqu'un peut... Même la critique qui a vu Dave Grohl dans le texte, je trouve ça super intéressant que quelqu'un peut entendre quelque chose puis finalement avoir sa propre idée. Puis je pense qu'une tune, justement, elle n'est pas instrumentale, mais dans une longue section instrumentale, quelqu'un peut éventuellement se faire son propre film dans sa tête. Ouais, ça, qu'est-ce qui se passe? T'sais? L'interprétation est propre à celui qui l'écoute. Ouais. Plus qu'à, c'est nous ça, on a une intention quand on fait des choses, mais eux, Ouais. c'est reçu comme c'est reçu. Puis je pense que c'est là la beauté de l'art, justement. Ouais. Il y a un autre band aussi qu'on est très fan, c'est System of a Down, tu sais. Puis System of a Down,
c'en est un band qui eux autres aussi refusaient de commenter sur leur chanson puis d'expliquer pourquoi telle chanson puis pourquoi tel texte puis pourquoi, mettons, telle phrase dans telle chanson. Mais puis à quelque part, il y a une partie de moi qui comprend aussi ça de faire de la musique, c'est un petit peu comme faire de la magie, là, puis à un moment donné, comme quand tu comprends tous les trucs, puis à un moment donné, tu vois ce qu'il y a derrière le rideau, tu fais « Ah, OK, ben c'est juste ça, en fait. » Ça brise un peu la magie, alors que, dans le fond, tu veux garder ça le fun. Mais il y a une partie de moi aussi qui est très nerdy, puis qui aime ça savoir d'où les choses viennent, puis pourquoi, puis ça. Fait que, tu sais, je comprends un peu les deux points de vue dans cette optique-là, quand même. Mais oui, effectivement, je pense qu'on essaie quand même de garder ça. Je pense que plus le temps va aller, puis plus on va essayer de rester plus, pas nécessairement vague, mais peut-être, justement, le plus libre d'interprétation possible. Exactement. Vous étiez à Saint-Hyacinthe il y a 2 jours, vous étiez à Longueuil hier, vous êtes à Gatineau aujourd'hui. Oui. Vous êtes accompagné depuis ces 3 jours-là de Fragile, qui nous vient de France. Ouais. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est eux qui ont décidé de faire le grand tour des banlieues québécoises? En fait, c'est leur manager, son nom c'est Clément. Dans le fond, lui, moi je le connais depuis quelques années, ça fait plusieurs fois qu'il vient au Québec pour faire du démarchage en Europe, de l'Europe vers le Québec. Moi, ça fait quand même quelques années que je connais Clément, pas de sens super proche, mais c'est une connaissance. Dans le fond, je le vois souvent dans des événements de music people, on va dire. Là. Puis là, Fragile, eux, ils ont un EP, un album. Là, ils se sont formés il y a quelques années. Là. J'ai même je veux pas parler à la place, mais j'oserais dire que c'est peut-être un band post-COVID un peu. Là. Puis un peu plus récent. Puis dans le fond, là, il y avait une occasion de faire un showcase à Québec à l'événement Le Fuck Off, dans le fond. Puis vu qu'il y avait eu cette opportunité-là, là, évidemment, Clément s'est dit, là, ce serait le fun de compléter cette date-là avec quelques autres dates. Puis, vu que Clément connaît aussi notre booker Sima chez Half of Breakfast, là, l'idée de faire ça avec Fragile est comme venue un peu naturellement parce que c'est vrai que Fragile puis nous, on a des affinités communes, autant dans le son qu'un peu dans l'esthétique. On n'est pas... Après ça, on a quand même nos singularités, chaque groupe quand même, là, mais ils ont ce côté-là un peu punk hardcore, un peu comme aérien par bout, là. C'est comme un peu shoegazy par bout, c'est un peu ambiant par bout. Puis je pense que ça, même si c'est pas exactement ce qu'on fait nous non plus, ça se matche bien en spectacle. Puis la preuve, on a fait 3 shows avec eux. Puis à date, c'est vraiment. On n'a pas encore fait le 3e. En fait, on a fait 2 shows. En fait, on a fait 2 shows avec eux à date jusqu'à présent. Puis le match est très très bon là. Puis on est super content de les avoir avec nous. Puis c'est vraiment le fun de les faire découvrir à des gens qui viennent nous voir, qui nous connaissent plus nous, mettons, plus que Fragile. Puis comment trouvez-vous, à l'extérieur de Montréal, à l'extérieur de la grande ville, comment est-ce que la sous-culture punk se manifeste? Es-tu en santé? Comment ça va? C'est une bonne question. La scène punk, c'est elle-même un peu fragmentée dans un certain sens. Là, j'ai quand même l'impression que pour beaucoup de gens, la culture punk au Québec, ça veut dire genre 1, 2, 3 punk, puis Reg Laplanche, puis genre Pennywise, puis tout ça. Puis il y a beaucoup de gens qui s'identifient expressément à ça. Mais tu sais, le punk, qui a quasiment 50 ans, là, le punk, c'est très large. Là, puis le punk, ça veut autant dire Reg puis toutes ces affaires-là que Fragile, puis nous autres, puis ça veut autant dire que les vulgaires machins. Que le pire band d'enfants de 16 ans que t'as entendu ta calice de vie. Mais c'est parfait, tu sais, oui, puis on encourage ça. Oui, exact. Puis je pense que oui, dans les dernières années, il y a un certain regain. Là, je pense que autant des plus jeunes qui découvrent le genre via soit des bands actuels, soit des vieux bands aussi. Il y a quand même, je vois beaucoup de jeunes. Mettons sur TikTok, je vois des jeunes s'intéresser au punk comme un peu, un peu comme si c'était une affaire cool qu'on avait oubliée. Puis il y a aussi, mettons, des fans de punk, mettons, qui l'ont plus connu dans son âge d'or, on va dire, dans les années 90, 80-90, puis qui aujourd'hui, eux autres, c'est des gens qui sont plus vieux, ils ont des enfants. Maintenant, on va à des shows, il y a les deux, en fait. Il y a des ados, il y a des parents qui sont là avec leurs kids, puis qui les amènent dans des shows punk. C'est rendu très, très varié aujourd'hui. Puis, mais tu sais, nous, dans nos spectacles, nous autres, ce qui est important pour nous, c'est surtout que les gens qui soient là pour faire de la découverte, qui soient comme curieux de découvrir des nouveaux bands. Nous autres, nous-mêmes, on essaie de présenter, quand on a l'occasion, là, en headliner, de mettre des premières parties avec nous qui sont pas nécessairement
un obvious choice. Là. Par exemple, ce soir, on a Beastill qui sont avec nous, qui viennent de Toronto, puis c'est un band qui vient de commencer depuis juste à peine une couple d'années eux autres aussi. Fait que c'est vraiment parce qu'on aime leur musique puis qu'on a envie de les faire découvrir aux gens qui vont être là ce soir, qu'on les a placés sur le line-up. Mais moi, je pense que il y a quand même un certain regain qui est en train de se faire. Après ça, je pense que ça reste quand même... Moi, je trouve ça bien que ça reste quand même dans une espèce d'optique plus communautaire, à échelle humaine un peu plus, puis que ça cherche pas toujours à être the biggest thing in the world tout le temps. Je pense que ça, c'est une bonne chose. Puis je pense que quand nous, on fait des shows en région, nous autres, on joue quand même dans des salles de peut-être, je sais pas, là, 100 à 300 personnes comme le Minotaur. Là, puis je pense que c'est plus à ça qu'on aspire que de jouer dans des centres belles, là, on va dire. Là. Fait que, On prendrait pareil. Là. On les prendrait pareil, mais quand même plus à ça qu'on aspire réalistement, on va dire. On dit de façon réaliste, Charles. Oui. Oh, excusez. Excusez. David, Charles, Oui. Gabriel, Julien. Thick Glasses. Ouais. Merci beaucoup d'avoir d'avoir passé du temps avec nous ce soir. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire à vos fans, à nos auditeurs, à vos auditeurs, avant de quitter pour votre show ce soir? Soyez vous-même, ayez du plaisir. Reconnaissez le fascisme quand vous le voyez et dites non. Free Palestine. Ouais, faites-les pour vous autres, faites-les pas pour les autres. Soyez intègres, je pense que c'est important. Puis c'est ça. Nous, on le fait pour nous autres, puis des fois, ça marche. Fait que... Yes. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode du Labyrinthe. Vous pouvez retrouver la musique de Thick Glasses ainsi que leur dernier album Dans l'Abysse sur toutes les plateformes de distribution. Ils ont beaucoup de concerts qui s'en viennent, donc on vous recommande de les suivre sur les réseaux sociaux. Nous, ça fait un moment qu'on s'est vus. On a eu une genre de longue pause hivernale, mais on est de retour, puis on espère pouvoir accélérer le rythme pour vous avec des entrevues ce printemps. On a vraiment hâte à ce qui pourrait s'en venir. Donc, si jamais vous aimez ce qu'on fait puis vous appréciez les entrevues, je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube toujours, de nous donner un petit like, laisser un commentaire, de nous suivre sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce qui s'en vient, peut-être avoir un peu de behind the scenes, on ne sait jamais. Merci beaucoup!